Salut tout le monde, bienvenue dans Starter pour parler du Grand Prix de Hongrie, le 11e rendez-vous de la saison. Avec le Hungaroring, surnommé le tourniquet hongrois, qui en est plus un avec ses 4 km 381 et que les pilotes parcourront 70 fois en course. Deux zones de DRS sur ce tracé peu fréquenté par les compétitions, mais qui nous offrent des courses bien aimées depuis quelques années. Le Hungaroring fait partie de mes tracés préférés, c'est à Monaco sans Monaco, parce que c'est un tracé où les pilotes n'ont pas le temps de se reposer, mais alors pas du tout. Et en plus, avec une météo lourde par sa chaleur, ou alors humide par sa pluie, parce que là-bas quand il pleut vraiment, eh bien ça nous promet de belles occasions pour les Grands Prix. C'est un circuit de première, vu que c'était le premier Grand Prix de l'autre côté du rideau de fer dans les années 80, et aussi un Grand Prix de première victoire, puisque sur ce tracé ils sont imposés pour la première fois Damon Hill, Fernando Alonso, Jason Button, Heikki Kovalainen, Mick Schumacher, et bon ça c'était pour la Formule 2. D'ailleurs c'est un circuit qui reprend ses galons depuis l'arrivée de l'ère hybride en 2014, et qui est aussi agréable comme je vous le disais quand il pleut. Enfin ça dépend parce que pendant que j'enregistre ce format d'entrée, il pleut pendant la course de Formule 3, et c'est très animé, ça je vous le garantis. D'ailleurs, ce week-end on retrouve un format normal, après la première expérience des qualifications sprint il y a 15 jours à Silverstone. Et ce week-end hongrois a été quand même marqué par des drapeaux rouges en essai et en qualification, qui sont à mettre au compte de 2 rookies et d'un pilote confirmé. Et c'est une course qui est très attendue. Qui l'eût cru ? Bah oui, elle fait suite au Grand Prix de Grande-Bretagne, après l'accrochage entre Hamilton et Verstappen. Allez revoir le débrief d'avant pour en savoir plus. Et de toute façon, dès ce Grand Prix à Silverstone, jusqu'au début des essais de vendredi, il y a une tension qui n'est pas descendue entre Red Bull et Mercedes. Les mots furent choisis, mais les discours étaient violents. Même sur les réseaux sociaux où le langage était très fleuri. Bon, les réseaux sociaux, il n'y a rien d'étonnant. Hein. Si la courtoisie existait sur Facebook, Twitter et Instagram, ça se saurait. Hein. Ah bah non, c'est pas le monde des bisounours, surtout sur ce niveau-là. Mais quand même, dans le fond, j'ai trouvé que la position de Red Bull, déjà, a été vraiment très bancale, très sale aussi, et surtout un nombre incalculable de retournements de veste de la part de ses officiels, ou même de ses pilotes. C'était vraiment incroyable. Ah bah ils ont vraiment tout fait pour avoir la peau de Lewis Hamilton. Par tous les moyens. Pour vous dire, ils ont même engagé un avocat pour que le pilote anglais se voit retirer sa victoire, et bien plus encore. Ah oui, parce qu'on parlait même d'une plus lourde pénalité de course, voire même une suspension de Grand Prix, ou plus pour le pilote anglais. Et pour vous dire où c'est allé loin dans ce délire, j'aime bien l'absurdité, mais alors là, c'est allé très loin quand même. Ils ont profité des essais pneumatiques de Pirelli à Silverstone en demandant à Alex Albon de prendre des trajectoires précises dans le virage de Copse. Et tout ça, ils l'ont utilisé, ils l'ont présenté devant la FIA jeudi, parce que la FIA a bien voulu rejuger la pénalité de Red Bull, enfin la pénalité à la demande de Red Bull, et Red Bull s'est vu débouté. Toute cette tournure politique, autant le dire, qui était remplie de pourriture, cette situation que Red Bull a voulu tourner à la mauvaise politique, la haine qu'il y avait contre Mercedes et Hamilton, mais c'était à vomir. Alors, ils ont quand même gagné puisqu'on en parle. Pendant 15 jours, on en a parlé, et bien plus encore. On en parle toujours. Ce qui agace d'ailleurs certains pilotes, surtout Verstappen. Cette situation, ça a commencé à devenir imbuvable. Et la FIA a réussi à y mettre un terme. Et comme je l'ai dit déjà auparavant, Red Bull n'a pas besoin de faire toutes ces manipulations pseudo-politiques pour gagner. Ils ont la voiture, ils ont le pilote, ils ont le moteur pour répondre sur la piste, mais apparemment, ça leur suffit pas. Mais bon, après,
je vais pas minimiser quand même la sortie de Verstappen. Le pilote s'est quand même pris 51 G dans la tronche. 51 G, c'est votre poids multiplié par le nombre de G. Après, c'est quand même heureux de revoir le Hollandais sur pied qui revient en forme pour cette course. Après, bien sûr, je comprends sa frustration. De la façon qu'il juge que Mercedes et Ferrari ont fêté cette victoire, ce podium. Bon, chose qu'il a pas aimé, d'accord, il a peut-être pas aimé. Mais bon, sur le moment, on peut toujours inverser les rôles pour se rendre compte que ce sont les mêmes dans cette situation. On peut toujours essayer, si vous voulez le faire, essayez. Mais de toute façon, Verstappen, il a envie de prendre sa revanche après cet épisode anglais et de répondre à la concurrence. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande. Tous les polémiques, conneries, tout ça, vous les mettez de côté. La réponse, c'est sur la piste. Bien sûr, je prends parti de personne. Hein. Je regarde aussi la tournure que ça a pris à cause d'un fait de course. Est-ce que Red Bull a eu raison? Est-ce que Mercedes a bien répondu? Ça, c'est leur problème, honnêtement. Et surtout, quand je disais que Verstappen a pris 51G, le moteur aussi. Le moteur Honda qui était dans la voiture, lui aussi il a pris les 51G. Et il a survécu. Il a survécu, il a été analysé, il a fait des allers-retours entre la Grande-Bretagne et le Japon pour des analyses approfondies. Eh bien, il va faire tout le week-end hongrois. 51G dans la tronche, et il tente comme une horloge. Jusqu'à temps qu'il casse, bien sûr. Hein. Bien sûr, tous ces propos sont tournés avant le Grand Prix, hein, avant le Grand Prix, on a eu les essais, les qualifications. Je tiens à mettre tout au clair quand même. D'ailleurs, avant le Grand Prix, il y a ces qualifications, et on va commencer à en parler maintenant. Et là aussi, il y a de quoi débattre, et on en parle maintenant. On commence par les résultats de la séance avec la 101e pole position de Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. Deuxième fois que Mercedes verrouille cette année la première ligne en Grand Prix. Derrière, on retrouve Max Verstappen devant Sergio Perez déjà relégué à plus d'une seconde. Pierre Gasly 5e suivi de Lando Norris et Charles Leclerc. Les Alpines d'Esteban Ocon et Fernando Alonso devant Aston Martin de Sebastian Vettel pour le top 10. Daniel Ricciardo 11e temps devant Lance Stroll suivi des Alfa Romeo de Kimi Raikkonen et de Antonio Giovinazzi. Pas de chrono pour Carlos Sainz qui est 15e. Yuki Tsunoda 16e devant les Williams de George Russell et Nicolas Latifi. Nikita Mazepin dernier qualifié. Pas de chrono non plus pour Mick Schumacher. Tiens, on va commencer par ceux qui n'ont pas de chrono. Mick Schumacher pour commencer qui a fini dans les pneus à la troisième séance d'essai. Un choc à 30 G d'après son équipe. Donc... le pilote, lui, il va bien, par contre, la voiture, elle a pris cher. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi à la remettre en état avant la fin de la première séance de qualification. Donc, pas de roulage et pas de qualification pour le pilote allemand, qui sera malgré tout repêché par les commissaires vu la situation. Bon, et même s'il aurait pu rouler, on va pas se mentir, il aurait peut-être même pas passé le cap de la Q1. Il y a aussi Carlos Sainz. Alors lui, c'est différent. Il a perdu sa Ferrari dans le dernier virage, avec son train arrière qui a tout simplement décroché, voilà. Alors c'est une sortie assez importante, ça a tapé assez fort. Et en plus, c'était pas la première alerte dans ce virage, parce que si on a bien suivi les essais libres, il y a déjà eu d'autres décrochages à cet endroit par d'autres pilotes. Des petites alertes, des petits coups de frayeur. Mais là, c'était vraiment la sortie importante dans ce week-end. Gros décrochage, ça tapait à l'arrière, sur le côté gauche, c'était fini. Il faut dire que les conditions climatiques étaient très chaudes depuis vendredi. Les gommes ont vu leur utilisation malmenée par la chaleur. Et je pense que c'est ce qui a dû arriver pour Carlos Sainz. Parce que vu comment il a perdu l'arrière de sa voiture, ça peut s'expliquer. Des pneus surchauffés, un train arrière qui a décroché, et des dégâts. Il n'y a pas eu grand chose dans cette qualification. Enfin, si. On a eu un drama. Oui, encore une fois, un drama de tous les dramas qu'on a connus jusque-là. Ça concerne la manœuvre de Lewis Hamilton dans le dernier run de la Q3. Ah, qu'a-t-il fait, me direz-vous? Bah, rien de scandaleux en fait.
limite un peu le jeu psychologique, parce que techniquement, on n'était pas loin, mais c'est plus compliqué. Le pilote Mercedes, qui avait le meilleur temps provisoire pour décrocher la pole, qu'il a décroché d'ailleurs avec ce chrono, a juste effectué son tour de préparation au ralenti. Ce qui a du coup bloqué les Red Bull qui étaient derrière lui. La conséquence, me direz-vous, c'est que sur le temps à partir de la séance, les 12 minutes, eh bien cela a piégé un pilote qui n'a pas pu aller améliorer un chrono. Ce pilote, c'est Sergio Pérez, qui n'a pas pu améliorer. Bon, c'est rien vous me direz, mais imaginez si c'était aussi Verstappen qui pouvait pas non plus améliorer son chrono. De toute façon, on va être direct, il n'y a personne qui a amélioré son chrono, hein. Mais avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. C'est vrai que ce ralentissement du pilote anglais peut faire interroger. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Ah bah oui, il avait le droit. Est-ce que les pilotes Red Bull auraient pu le doubler? Ouais, absolument. Verstappen et Perez auraient pu le dépasser. D'ailleurs, les ingénieurs piste des pilotes Red Bull avaient carrément autorisé à dépasser Hamilton et ses besoins. Ils l'ont pas fait. Ils ont préféré avoir une piste claire avec les Mercedes devant eux, qui allaient de toute façon s'échapper pour tenter d'améliorer leur chrono. Ils sont restés derrière. Voilà. D'ailleurs, il faut se dire une chose, devant les Mercedes, à commencer par Valtteri Bottas, vu que c'était la première Mercedes à être sortie, bien, il y avait du trafic devant lui, et il ne pouvait pas avoir mieux comme condition de piste. Il a tenté, lui aussi, il a essayé de ralentir, c'est de se donner un écart entre le trafic devant lui et sa voiture. C'était pas évident. Et en plus, derrière lui, on retrouve Hamilton. Voilà. Et avoir une piste claire, c'est pas évident que ça sur une fin de séance. Quand tout le monde attend vraiment le tout dernier moment pour aller claquer un chrono. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça idiot de voir le tout dernier run de la Q3 qui se joue avec les limites du chrono. Selon le circuit, allez, les voitures vont sortir quoi? À 3 minutes, voire 4 minutes de la séance, selon la longueur du circuit. C'est un peu ridicule, vous me direz, parce que de temps en temps, on a des pilotes qui tentent un one-shot sur un seul train de pneus, le meilleur chrono de leur séance. D'ailleurs, ce fut le cas de Vettel, qui a complètement décalé sa stratégie pour avoir une piste claire. Ah bah, il pouvait pas avoir une piste aussi claire que ça, il était tout seul. Bon, dixième chrono, certes, mais c'est vrai que personne ne tente de faire dans les plus grosses équipes ce type de chrono. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir une piste optimale à leur sortie, avec du trafic. C'est un peu problématique, je trouve. Puis je vais être honnête, on n'a pas fini avec ces histoires de rythme et de trafic pendant les qualifications. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous à Monza pour un possible coup de gueule, et pour rappel, on aura les qualifications sprint en Italie. On va rire. Mais dites-vous que dans le fond, et le mauvais en plus, certains remettront une couche en utilisant cette situation idiote qu'on a connue en Hongrie pour promouvoir les qualifications sprint. Tant qu'à faire. D'ailleurs, Horner a coupé court à toute polémique en disant qu'il n'avait pas, à son sens personnel, qu'il n'avait pas de problème avec ce qu'a fait Hamilton. Je pense qu'il avait dû voir ce problème de trafic, avec tous les écrans devant lui sur la pit lane, je pense qu'il a dû voir, finalement, il a peut-être raison. Helmut Marko, le Lancelot du lac du paddock qui veut toujours peindre Hamilton par les parties, n'a pas vu ça d'un bon oeil comme toujours. Et le pire, c'est qu'il voit ça du mauvais. Mauvais oeil, hein. Hamilton, lui, a renvoyé dans les cœurs de ceux qui le critiquent. Et c'est tout à son honneur. Alors oui, on peut peut-être râler sur cette manœuvre qui n'est pas très loyale, mais on peut aussi râler sur le fait que ni Verstappen ni Perez n'ont pas coupé court en dépassant Hamilton. Bon, ils auraient intercalé entre
Bottas, ou peut-être passer devant les Mercedes, prendre du trafic, tout ça. En plus, ils pouvaient le faire. On ne les a pas interdits de dépasser les Mercedes. Je pense que sur le coup, ils ont dû trop écouter Horner, qui pour lui, on ne peut pas dépasser dans Cops. Eux gagnent. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette situation, je vous renvoie sur Twitter, sur le compte de The F1 Whisperer, j'espère que je prononce bien, qui met à disposition quelques données sur la situation. Vous pourrez retrouver le lien en description, ça vaut le coup. Et de toute façon, ce drama d'opérette sera vite oublié. Bon, on le ressortira de temps en temps, comme la séquence de qualification en Hongrie en 2007. Suivez mon regard. D'ailleurs, je peux vous garantir que Red Bull a un plan pour le Grand Prix. Parce que on retrouve ce week-end l'obligation de choisir ses pneus de départ du Grand Prix en course pour la Q2. Et dans le top 10 des pilotes qui sont obligés d'utiliser ces pneus-là, eh bien, on a seulement les Mercedes qui sont en pneus médium, les autres partent en pneus soft. Ça, c'est que pour le top 10. Après, derrière, libre à eux de choisir même les pneus durs, c'est pour dire. D'ailleurs, la course, on va en parler. Je vous pose juste la grille de départ du Grand Prix, on se retrouve juste après. Bon, bah je sais pas par où commencer. Ah si, avant la course, on a appris que Red Bull a changé le moteur de la voiture de Max Verstappen. Ouais, ils ont trouvé un truc, ils ont dit, on ne prend aucun risque. Bah ils ont raison, en plus, la pluie s'est évitée sur la grille. C'était déjà le cas dans la course de Formule 3 le matin avant la course, et pour la Porsche, à part quelques toules froissées, c'était sec. Alors je vous annonçais que les stratégies pneumatiques, bon bah, faut les oublier, hein, vu qu'il pleut, toutes les stratégies ne tiennent plus, et tous les pilotes sont partis en intermédiaire, c'est pour vous dire. D'ailleurs, si la pluie va s'intensifier au moment où le tour de chauffe s'élance, on n'était pas prêt à ce qu'il allait se passer à ce premier virage. Un strike complet. Bottas, il a freiné comme s'il était sur une piste sèche, il embarque Norris, qui embarque Verstappen, Perez c'est pareil, il va être embarqué par le Finlandais. Et derrière c'est pas mieux puisqu'on a Stroll qui, ça faisait longtemps, nous a strollé. Puisque lui, il a percuté Leclerc qui a embarqué Ricciardo. Ouais. Donc dans la 5e à Budapest, il fallait pas jouer le 16, le 77, le 18, le 11 et le 4 puisque Norris non plus ne repartira pas après tous les accidents du premier virage. Ce débriefing vous est présenté par Bulto. C'est son dada. Bon, parlons sérieusement un peu de ce qui va se passer après parce que ça part en délire complet. La course va quand même reprendre son droit et elle va prendre une tournure totalement inattendue. Oh que oui, je vais vous planter le décor. Je vais essayer. La direction de course annonce un départ arrêté par la relance. Le soleil revient et la piste, elle est en train de sécher. On a Lewis Hamilton qui se place sur sa position sur la grille. Oh, vous êtes où les mecs? Il est tout seul. Encore mieux qu'à Indianapolis en 2005 où on n'avait que 6 voitures au départ. Là, la voiture, il n'y en a qu'une. Le pilote anglais s'est retrouvé tout seul parce que tout le monde est rentré dans les stands pour chausser les pneus slicks. Quand tout le monde a vu que la piste séchait dans le tour de reconnaissance, ils ont dit on va peut-être laisser tomber les intermédiaires, on va peut-être repartir en stick. Et tout le monde a eu la même idée. Mais quand même, restons sur Hamilton qui va donc prendre le départ seul et rentrer au stand à la fin de son tour. En plus, dans son tour de reconnaissance, il s'est dit finalement on va peut-être faire les pneus slick, mais il a pris le départ comme s'il pensait que les autres allaient faire pareil. Donc du coup, départ, tout seul, fin du tour, il rentre, et là, il faut tout recommencer. Oh que oui. Bon, pour le rassurer, Verstappen, déjà bien secoué à Silverstone et dans cet accrochage au premier virage, mettra beaucoup de temps à dépasser la Haas
de Mick Schumacher. Et ouais, avec une Red Bull très malade, c'était compliqué. De toute façon, même Hamilton a aussi buté sur la remontée. C'est bien simple, on a nos deux prétendants au titre qui galèrent. Alors du coup, on a qui en tête de course? Le top 3 est composé de Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Nicolas Latifi. Oui, me demandez pas qu'est-ce qu'il fait là, le Canadien. Il est là. Bien sûr, ce top 3, il va pas durer. Mais on se dit que là, quand même, il y a tout qui est ouvert. Mais vraiment tout. Ça veut dire que là, maintenant, il y a n'importe qui peut gagner le Grand Prix. Même Verstappen et Hamilton, ils peuvent gagner. En plus, ça commence à redevenir une course d'attente un peu lourdingue à suivre parce que ça fait une course un peu au Nürburgring, quoi. À Nürburgring. Une course, il n'y a pas vraiment d'attaque, tout le monde s'observe, personne ne peut dépasser. Et c'est vrai que Ocon leader, Vettel derrière, l'écart d'un peu plus d'une seconde ne bougeait pas. Si, de temps en temps, on a eu 2-3 attaques, mais ça ne bougeait pas, ça s'observait. C'était une course de patience, une course d'attente. Et à un moment, on s'est dit, ça va mal finir. Heureusement, ça s'est bien fini. Et vu que la course retombe en pression, et donc un peu chiante, hein, on peut le dire, bon bah on va attendre quoi. La seule chose qu'on a noté, c'est que Vettel nous a fait un petit imbroglio à l'entrée des stands pour son arrêt au stand. Et très honnêtement, cet imbroglio a dû lui coûter sa victoire en Grand Prix parce que je pense qu'il était parti à faire un undercut sur Ocon et que malheureusement il n'a pas marché. Et en plus, avec le jeu des arrêts au stand, on a des pilotes qui veulent pas s'arrêter et d'autres qui font des arrêts. Ouais. Parce qu'on a Carlos Sainz, on lui dit, bon, Carlos, faut rentrer au stand. Il a refusé l'Espagnol. Il a voulu continuer et il a eu raison parce qu'il avait un rythme incroyable en course. Il était vraiment dans les mêmes chronos de Ocon et de Vettel. Un peu plus rapide même. Et pourtant, bon, il a attaqué l'Espagnol. Et derrière, on a Hamilton qui non seulement attaque sa remontée, et en plus sera le seul pilote à tenter 2 arrêts dans une stratégie, dans une course déjà bien chamboulée. Et d'ailleurs, cette stratégie va marcher à un détail près. Parce que les pronostics sont chamboulés, maintenant on n'a plus 2 pilotes pour la victoire, on n'en a même pas 3, on en a 5. Ces pilotes, donc, voilà, Ocon et Vettel. Maintenant il y a Sainz, il y a Hamilton, et il y a même Alonso. Et ceux qui vont animer cette deuxième course, bah ça va être nos 2 derniers protagonistes. Les 2 anciens coéquipiers de McLaren en 2007. Oh bon sang que les 2 ils nous ont régalé dans cette course. La défense d'Alonso, non mais je vous jure, Alonso il a fêté ses 40 ans il y a quelques jours. Et ben il a encore gardé sa fougue de ses 20 ans. Incroyable, il faut aussi dire que sa défense qui sera vraiment restée propre par l'Espagnol. Cette défense, ça a permis de ralentir Hamilton dans sa folle remontée. Ok oui, parce que Hamilton, 2 arrêts, tout pour remonter au plus haut sur le podium, voire même la victoire. Mais il faut quand même souligner, et c'est important, que Alonso a bloqué la remontée d'Hamilton pendant quoi? Une quinzaine de tours. Et comme il est difficile de doubler au Nürburgring, la tâche fut très compliquée pour l'anglais. Et quand l'anglais arrive à passer, c'est bien simple, il est trop tard pour la victoire, elle est perdue. Il reviendra quoi? Juste sur Sainz pour le passer très facilement. Mais c'est tout, parce que Sainz non plus n'arrive pas à remonter sur Ocon et Vettel. Et oui, il n'y a plus que ces 2-là. Et ça ne va pas bouger. Oh que non, une victoire historique pour Esteban Ocon et Alpine en ce 1er août 2021. Vettel est arrivé deuxième, s'est vu disqualifié en fin de course. C'est Lewis Hamilton qui récupère la deuxième place, ce qui permet à Carlos Sainz de remonter sur le podium. Suivant ensuite Fernando Alonso quatrième devant Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. 7ème et 8ème, on retrouve les Williams de Nicolas Latifi et George Russell. Max Verstappen remonte à la 9ème place. Le dernier point pour Kimi Raikkonen. Et le meilleur tour en course est tricolore puisqu'il est au compte de Pierre Gasly.
Cette fois, on n'a pas attendu 24 ans pour avoir la victoire d'un pilote français. Oh que non. Seulement 10 mois et 19 jours entre deux victoires normandes en plus. Et oui, après Rouen, Bois-Guillaume qui brille, c'est au tour d'Évreux. Et c'est aussi la première victoire pour un pilote et une équipe française depuis Alain Prost et Renault au Grand Prix d'Autriche 1983. Ça par contre ça date. Et puis, même si le moteur est à Renault, je trouve que c'est un beau pied de nez à la maison mère. Quand ça s'appelait encore la Régie, encore à une certaine époque, il avait refusé qu'Alpine aille rouler en Formule 1. Et qui de plus a récupéré tout le travail qu'Alpine avait fait en 1976, quand tout est devenu Renault F1 l'année suivante. Et c'est aussi un très beau pied de nez à Carlos Ghosn, Cyril Abiteboul, qui n'ont rien branlé pour faire gagner Renault. Et aussi à ceux qui n'ont pas arrêté de critiquer Ocon. Au QI. D'ailleurs, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Il faut se rappeler qu'en 2018, quand Force India se fait racheter par Lawrence Stroll et que l'équipe devient Racing Point au moment du Grand Prix de Belgique, Ocon arrive à se qualifier 3e sur la grille. Et juste après, il y a cette discussion en français, dans le langage, entre Sébastien Vettel et Ocon, parce que le pilote allemand s'inquiétait de l'avenir des Français, et ce dernier avait du mal à réaliser malgré la performance qu'il a fait. Et très honnêtement, c'est une belle revanche sur l'histoire. Une victoire amplement méritée. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je pense beaucoup à Jean Rédélé, fondateur de la marque, et aussi à monsieur Jean-Pierre Josso, qui nous a quittés il y a quelques jours et qui s'était apposé avec Alpine aux 24 heures du Mans. Cette victoire, elle est pour eux. Et elle fait plaisir, vraiment. Bien sûr, il y a aussi cette image qu'on n'est pas prêt d'oublier. Cette image de voir Hamilton dans ce no man's land sur un grille de départ. Tout le monde est rentré au stand après le tour de reconnaissance quand tout le monde a vu que la piste était en train de sécher. Et Hamilton, tout seul, sur la grille, pour un départ. Et franchement, j'aurais bien voulu voir tout le monde rentrer au stand pour ce deuxième départ arrêté. J'aurais bien voulu le voir Hamilton aussi au stand. Franchement. Parce que bon, si on peut trouver sympa cette idée de départ arrêté après une neutralisation, on sait les scénarios qu'on a déjà vus dans le passé, hein. Surtout par un certain Français, hein. Bah alors, on est vraiment tombé bien bas. Alors, pour le coup, la faute, on pourrait la mettre au titre de la FIA et de la F1. Mais je pense pas qu'ils auraient pensé à ce qu'on a vu là. Mais bon, honnêtement, les torts sont partagés. Je vais même en parler tout à l'heure. N'allez pas trop loin. Parce qu'il est temps de passer au bilan des équipes. Ça va être un peu rapide, hein, vous m'excuserez. Mais de toute façon, la dernière fois où j'ai fait un bilan des équipes très rapide, un Français avait gagné. Puis là, c'est pareil. Et de toute façon, il y a quand même beaucoup de choses à dire. On y va. Après l'affaire de Silverstone, Red Bull avait une envie de revanche en Hongrie. Hein. On a déjà assez parlé en début de vidéo. Pas de chance pour eux, ça attendra la Belgique. Pourtant, le boulot était fait en qualification. La stratégie sur piste sèche était très intéressante. Mais il se passe que la pluie a un petit peu tout changé. Le premier virage aussi, hein. Attention, trop tard. Alors, Verstappen a réussi à sauver les meubles. Enfin, si on peut dire sauver les meubles, ramener un point avec une voiture qui en a pris bien dans la tronche. C'était vraiment laborieux de sa part. Surtout à dépasser une Haas. Très honnêtement, cette course n'était pas si facile que ça pour lui aujourd'hui. Il y a aussi Sergio Pérez que je ne voyais pas très bien en course aujourd'hui, on va pas se mentir. Vu son rythme qu'il avait en SCP en qualification, je me disais ça va être dur. Ça s'est arrêté très tôt pour le Mexicain. Du coup, cette course a fait mal à Red Bull et à Verstappen. Attendez les classements, vous allez comprendre. Mercedes avait fait le plus dur en qualification, la stratégie sur le sec, la pluie, tout ça, hein. Et puis c'est confirmé, Valtteri Bottas devrait rejoindre l'équipe des Phalanges de bowling en 2022. Mais je me demande pourquoi le Finlandais a eu l'idée de freiner très tard, comme s'il était encore sur une piste sèche.
Qu'il rate son départ sous ces conditions-là et sans connaissance de la piste, des pneus, allez, je peux comprendre. Les autres aussi étaient dans le même cas. Mais alors là, de ce qu'il a fait, c'est ridicule. Il nous a mis un bordel, le Finlandais, au premier virage. D'ailleurs, pour la peine, il a gagné 5 places de pénalité pour la prochaine course en Belgique. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et puis, il y a Hamilton qui avait une course gagnée. Je vais être franc avec vous, Hamilton, il avait une course gagnée. Il a eu ce deuxième départ arrêté où il était seul sur un grille. Oui, je remue le couteau dans la plaie. Il aurait pu faire le choix de rentrer comme les autres, couteau dans la plaie toujours. Mais il a choisi de faire le départ arrêté, le couteau dans la plaie toujours. À la fin du tour, dernier, une grosse remontée à faire. Mais quand même une belle bataille avec Alonso au passage. Ça, franchement, ça m'a vraiment donné le sourire. Par contre, une chose à noter, en fin de course, on l'a vu très fatigué, le pilote anglais. À peine tenant debout tout seul. Très honnêtement, je pense pas qu'il ait vécu une sinécure dans ce Grand Prix. En plus, ce circuit, il est quand même costaud au niveau physique. De plus, je crois que c'était vendredi, Hamilton disait que j'avais perdu des kilos, 3 kilos qu'il avait perdu, c'est ça. Donc je pense que là, la forme physique, elle a pris cher. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur McLaren, qui est vraiment la grande perdante de cette course. Norris percuté et impossible de reprendre le départ. Ricciardo touché, mais assez lent en course. Eh bien, c'est un 0 pointé pour Woking. Et c'est le premier de la saison en plus, il faut le noter. C'est vraiment la déception que l'on peut noter dans ce Grand Prix. Tout est à refaire pour McLaren à la prochaine course. Malheureux samedi, heureux dimanche. Même s'il n'est pas sur le podium, Carlos Sainz aurait pu jouer la victoire aujourd'hui. Il a montré qu'il était vraiment dans le rythme. Et quel rythme! Et surtout comment il s'est imposé face à son équipe. Il était bien, il maîtrisait son sujet. Et puis surtout, il a réussi à sauver Ferrari d'une course tronquée par l'abandon de Charles Leclerc. Oh que oui! En plus, c'est vrai que là, pour le Monégasque, qui s'est fait percuter par Lance Stroll, mais d'un coup, je pense qu'il aurait pu aussi jouer un bon rôle dans cette course. Bon, résultat des courses, allez, c'est moyen pour la Scuderia, qui pourrait vraiment frapper fort ce week-end, en plus, après ce départ. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose. AlphaTauri a bien rattrapé son week-end anglais avec ses 2 voitures dans les points. Eh ouais, c'est à noter. Alors, mauvais départ pour Gasly, mieux qualifié, tandis que Tsunoda, mal qualifié, profite du chaos pour se racheter. Oh que oui, et il a eu raison le japonais, même si à un moment, on l'a entendu pester dans la radio, pour une histoire de position à la demande de son équipe, tout ça. Mais je retiens quand même une belle course de l'équipe de Faenza, avec son leader Pierre Gasly, qui nous a aussi fait une belle course, même si pour lui c'était vraiment pas top le dimanche. Et puis surtout, meilleur tour en course dans la poche, c'est toujours ça de prix. On va commencer par le fils du patron. Voilà. Comme Bottas, ça sera 5 places de pénalité à Francorchamps, rien de plus. Vous faites l'accueil comme tout le monde, monsieur Stroll, voilà, merci. Sinon, mention spéciale à Sebastian Vettel qui nous aura fait peur, qui aura tout tenté face à Esteban Ocon pour la gagne. Mais le champion allemand est resté bloqué derrière l'Alpine. Il le dit, il l'admet. Mais c'est surtout un deuxième podium qu'il ramène pour Aston Martin. Et ça aussi, c'est très fort. En plus, avec une voiture qui est un petit peu à la rue pour les prochaines courses, c'est fort, autant le dire. On peut lui vraiment lui dire bravo d'avoir sauvé la course de son équipe. Allez Seb, je suis sûr que tu gagneras avec Aston Martin. Je le sens bien. Cette année, je sais pas. Mais 2022, j'y crois quand même. J'attendais plus rien d'Alpine cette saison, à part des places d'honneur. J'ai rien dit. Quelle victoire d'Esteban Ocon et d'Alpine. Totalement inattendue. Ils n'ont pas craqué face à la concurrence.
Ils ont maîtrisé tous leurs sujets et ils nous ont redonné le sourire. Oh que oui! Ils avaient déjà un excellent rythme en qualification. Ça s'est vraiment confirmé en course. Alors, j'en ai déjà dit beaucoup sur Esteban Ocon. Ça va être au tour d'Alonso d'avoir aussi ses galons dans ce bilan parce que c'est quand même grâce à lui cette victoire. Comme j'ai déjà dit, il a réussi à bloquer Hamilton pendant un petit moment. Et ça, c'est vraiment à souligner. C'est vraiment un travail d'équipe, même en décalé. Et surtout, je pense qu'il pouvait faire encore plus. Et je vais pas vous mentir, quand j'ai vu troisième provisoire, oh que oui, j'ai pensé à beaucoup. Et puis franchement, cette victoire d'Alpine, ce A d'Alpine, franchement, il fait plaisir celui-là. Et d'ailleurs, j'ai pu voir que certains Anglais découvraient la marque Alpine. Eh ben non, c'est pas une Sunbeam. C'est français, c'est normand, ça vient de Dieppe, ça a gagné des rails, ça a gagné les vaches à tardement, et maintenant ça gagne en Formule 1. Réponds à ça, Bitbull. Et quand même, pour conclure ce bilan d'Alpine, merci, monsieur Luca De Meo, d'avoir pu enfin amener Alpine en Formule 1. Je le dis, je le répète, de là-haut, Jean Redélé vous regarde et vous salue. Merci. Dis donc, Alfa Romeo, ils ont voulu ruiner le week-end de tout le monde ou quoi? Une surprise par-ci, une surprise par-là, et vas-y que je me garde très mal quand les autres reviennent sur moi, les excès de vitesse, j'en passe et j'en passe. C'est vraiment une grosse surprise du comportement de l'équipe ce week-end. Ils nous ont jamais fait ça d'habitude. De toute façon, quand on voit le bilan en course, c'est ni fait ni à refaire. Alfa Romeo, c'est pareil, la queue comme tout le monde. Les premiers points de la saison pour l'équipe de Grove, avec les 2 voitures dans les points en plus. Et quel bonheur! Et on a aussi échappé à une possible pénalité de George Russell qui avait grillé la politesse à tout le monde dans les stands. Pas de place, allez, hop, je passe à droite, le clignotant à gauche, et allez, salut! En plus, il a failli se prendre une pénalité, puis en plus, ça s'est senti après en course parce que l'anglais était en larmes. Tu m'étonnes. Pour une fois qu'il a marqué des points avec ta Williams, et du plus de voir Latifi dans les points aussi, bon, devant lui, mais voilà. Là, franchement, de ce qu'on entendait, ça y est, c'est fait. Et je comprends vraiment l'émotion de Russell. Parce que, très honnêtement, je pense que Williams a marqué peut-être ses seuls points de la saison. Et j'évoquais Latifi, qu'on a quand même vu, aperçu tout ça, troisième, se faire battre par Hamilton, tout ça. Mais là, très honnêtement, j'ai envie de lui dire bravo au Canadien qui a profité de la situation du Grand Prix, qui a été aussi solide pour ramener la voiture à l'arrivée. Franchement, Williams, je vous retire ma casquette. Voilà. Alors, ce qui s'excite au drapeau rouge de voir Schumacher dans le top 10, La suite, on la connaît. D'ailleurs, c'est dommage pour l'Allemand qui n'a pas pu en profiter dans cette course. Par contre, on a pris un coup de vieux avec un dépassement de Verstappen sur Schumacher. Alors, si vous êtes jeune et que vous ne comprenez pas, c'est normal. Par contre, les plus vieux, si vous avez la ref, faites signe. Ah oui, Mazepin, tiens, j'oubliais. Enfin, j'oubliais, il n'est pas les noms non plus. C'est carrément fait percuter dans la voie des stands par un Alfa Romeo. C'est très con comme abandon. Pas de chance, c'est sûr que ça tombe. Voilà. Bon, allez. Il est temps de passer au classement pilote et constructeur. Et ça bouge. Surtout en tête. On va voir ça. C'est la bascule au championnat du monde des pilotes. Lewis Hamilton récupère la tête avec 195 points devant Max Verstappen qui en compte 187. Norris, Bottas et Perez n'ont marqué aucun point, ils ne bougent pas au classement. Carlos Sainz se passe devant Charles Leclerc, 83 points à 80. Daniel Ricciardo, 8ème avec 50 points devant Pierre Gasly qui en compte le même nombre. Esteban Ocon remonte à la 10ème place avec 39 points au compteur.
Derrière, Fernando Alonso n'est séparé que d'un seul point de son coéquipier, devant Sébastien Vettel qui en compte 30. Yuki Tsunoda et Lance Stroll 13e et 14e avec 18 points devant Nicolas Latifi, George Russell qui remonte à la 15e et 16e place. Kimi Raikkonen 17e avec 2 points devant Antonio Giovinazzi qui en compte 1. Les pilotes As sont toujours à 0. C'est aussi la bascule côté constructeur, Mercedes en tête avec 303 points devant Red Bull qui en compte 291. Ferrari et McLaren ex aequo, mais c'est Scuderia qui passe devant l'équipe de Woking, 163 points chacun. Bonne opération d'Alpine, 77 points à la 5ème place constructeur, devant AlphaTauri 6ème avec 66 points, devant Aston Martin qui en compte 48. Williams se respire 8ème avec 10 points d'inscrits, devant Alfa Romeo qui en compte 3. Ah, c'est toujours à 0. Merci à vous d'avoir suivi ce débriefing jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis sur la course dans les commentaires, de partager, de rejoindre la chaîne et aussi sur les réseaux. Plus on est nombreux, plus on est fou. La Formule 1 va prendre des vacances, moi aussi. Le prochain rendez-vous, ça sera fin août sur le plus beau circuit du monde. Il est en Belgique, il est à Spa-Francorchamps. Et voilà, tout est dit. Et d'ailleurs, en parallèle, pour ceux qui ont pu le suivre sur le Twitter de la chaîne, il y avait aussi les 24 heures de Spa qui est l'une des grandes références des courses GT au monde. Je salue la victoire de Ferrari de l'équipe Ironix qui aura attendu les 10 dernières minutes de la course pour prendre le meilleur sur l'Audi de WRT. Une course incroyable. En plus, il y aura le replay sur YouTube. Je vous invite à aller voir ça. Je souhaite aussi tous mes vœux de rétablissement à Jack Aitken, David Erigon, Kevin Estre et Franck Pereira qui ont été impliqués dans un gros accident en début de course. Une grosse pensée pour eux, surtout pour Aitken qui souffre de quelques Merde. Je suis désolé. Aitken qui souffre de quelques blessures. Et aussi, une grosse pensée pour les commissaires de piste et les marshals, parce que sans eux, il n'y a pas de sport mécanique. Voilà. Merci à vous. Bravo. À bientôt.